Chères toutes, chers tous, je vous propose qu'on commence ce bel événement de passage de relais entre les titulaires de la chaire d'écrivain en résidence. Et je vous propose d'accueillir tout d'abord Bénédicte Durand, administratrice provisoire de Sciences Po. Belle soirée. Merci. Madame la Présidente, chère Laurence, chère Alice Zéniter, cher Louis-Philippe d'Alembert, cher Ali Badou, chers professeurs, chères étudiantes, chers étudiants, mesdames et messieurs, je suis ravie ce soir de lancer la rentrée littéraire à Sciences Po. C'est une date qui est importante dans la vie de notre université depuis que nous avons fait le choix de donner une place centrale à la littérature. Ce choix, il ne date pas d'hier, il a maintenant une quinzaine d'années. Il ne cesse de s'affirmer, de se renforcer au cœur de notre institution, et c'est très heureux. Il prend sa place dans un institut des compétences et de l'innovation que dirige avec talent Delphine Grouès, que je suis également très heureuse de saluer ce soir. Et cet institut de compétences et d'innovation qui irrigue toute notre offre de formation, l'ensemble de nos cours, de nos enseignements, à la fois au collège universitaire, mais aussi en master, porte en son cœur, donc, l'idée que l'écriture de création a sa place à Sciences Po. Il s'agit donc du centre de rhétorique que nous célébrons ce soir, centre de rhétorique et d'écriture, qui accueille en son sein une chaire en résidence, d'un écrivain en résidence. Et ce soir, chère Alice Zéniter, c'est vous qui prenez en main cette chaire d'écrivain. Bienvenue à Sciences Po, chère Alice. Et tout d'abord, merci. Merci pour la confiance que vous nous faites. Merci pour la rencontre que vous osez avec nos étudiantes, nos étudiants, pour parler de littérature, pour mettre la langue au cœur de préoccupations qui seront communes. Nous avons ce soir un invité très très jeune, qui ne manie pas encore le langage. Et nous le saluons, finalement, il arrive dans un lieu où ce langage risque d'être porté à son plus haut degré d'excellence, avec vous, autour de vous, Alice Zéniter. Alors, comment parler de vous? Vous êtes une ancienne élève de l'École normale supérieure de la rue d'Ulm. Alors, pardonnez-moi, dans cette maison, on aime bien rappeler les diplômes des uns et des autres, et les vôtres sont plus qu'honorables. Bravo pour cela, mais vous avez assez vite choisi de prendre le large de l'espace en quittant l'espace académique, puisque vous avez accompli un doctorat que vous avez finalement suspendu, me dit-on, dans une autre aventure de création, qui est celle de la création littéraire, en choisissant un autre terrain de recherche, celui qui prend la langue comme objet, et qui prend également la langue comme outil. Et c'est l'aventure de l'écrivain que vous avez finalement choisi. Alors, vous avez choisi de coudre ensemble ce qui, de prime abord, ne sont que des bribes d'histoire, de discours ou de mots. Et c'est ainsi que de scénettes au pluriel, nous passons aux histoires, qu'il s'agisse de celles de vos personnages, Franck, Hamid, Naïma, Antoine, ou de celle avec un grand H, dans laquelle ces personnages s'inscrivent. Je pense évidemment ici à l'histoire de l'Algérie, qui est également un peu la vôtre, et dont vous faites toute la part en la mettant à distance dans votre roman si connu, L'Art de perdre, paru en 2017, prix Goncourt des lycéens et maintes fois primé, à l'instar de nombre de vos œuvres. Vos mots sont porteurs de ce souffle. Vous savez insuffler cohérence et nécessité à ces recherches pour les incarner dans des personnages et pour les amarrer à des récits que vous aimez conter sous toutes les formes possibles. Car, chère Alice, vous n'êtes pas seulement autrice, vous touchez également aux arts du théâtre, vous avez fait partie de nombreuses compagnies et vous êtes évidemment dramaturge et metteuse en scène. Traductrice aussi, vous êtes une passionnée du monde anglo-saxon et avez vécu et enseigné en Hongrie. Bref, vous voici un écrivain, une autrice universelle, réinventant sans cesse votre écriture et la nourrissant d'une réflexion que l'on pourrait qualifier de politique sur le monde contemporain. Donc, finalement, vous êtes
une auteure, une autrice faite pour Sciences Po, si vous me le permettez. Une femme engagée, qui prend le monde à bras-le-corps, qui le met au centre de son œuvre, sans fausse pudeur, qui le prend en charge avec conviction et panache. Et c'est une chance pour nos étudiantes et pour nos étudiants de considérer avec vous la manière dont la littérature peut finalement, elle, être aussi un espace de réflexion, de lecture du monde, et peut-être d'une manière de s'y engager à son tour. Une fois que l'on a lu, beaucoup lu, une fois que l'on s'essaie aussi, et c'est l'enjeu de la chaire d'écrivain en résidence, à écrire, puisque c'est la proposition que vous allez faire à nos étudiantes et à nos étudiants, c'est essayer leur plume, la frotter à leurs émotions, à celles qui leur viennent du plus profond d'eux-mêmes, mais peut-être aussi à celles que le monde leur inspire. Et merci à vous encore d'assumer ce rôle difficile, mais vous le verrez, absolument passionnant. Passionnant, cher Louis-Philippe, j'imagine que vous en avez parlé à Alice de cette expérience qui a été la vôtre, comme titulaire de la chaire d'écrivain en résidence de Sciences Po. Cher Louis-Philippe, c'était vous que je souhaiterais remercier avant de lancer officiellement cette soirée. Vos étudiantes et tous les étudiants que vous avez croisés, toutes celles et tous ceux qui vous ont écouté dans un temps très particulier, puisque vous avez été un écrivain en résidence digital, numérique, en partie, dans un temps troublé, dans des moments de rencontres volées parfois et zoomées souvent. En tout état de cause, vous n'avez rien lâché et vous avez été auprès de nos étudiants en permanence, présents, tout en finissant un livre, me dit-on. Il s'agit de Milwaukee Blues, aux éditions Sabine Vespizer, un roman qui connaît son succès, si j'en crois sa place sur la liste du Goncourt, sur la liste finale du prix Fnac. Et donc, nous souhaitons à ce roman tout le succès qu'il peut mériter. Merci encore de votre présence ce soir, cher Louis-Philippe. Et Sciences Po est désormais votre maison. Vous y êtes pour le reste de votre travail et pour toutes les rencontres que nous aurons à vivre ensemble, le bienvenu. Enfin, pour terminer, je voudrais remercier toutes celles et tous ceux qui sont des fidèles soutiens de la chaire d'écrivain en résidence et du Centre d'écriture et de rhétorique de Sciences Po, qui contribuent en permanence à son développement. Je pense naturellement à la Fondation Simone et Cino Del Luca, à Fnac Darty, ainsi qu'à Céline Fribourg, Karen et Michel Rébier, qui apportent leur soutien à cette initiative et qui sont avec nous ce soir. Merci de votre présence, chère Karen. Elle marque à la fois l'importance que cette chaire peut revêtir pour d'autres que nous et le souhait que nous avons de partager avec d'autres que nous cet idéal de porter la littérature au cœur de nos vies. Enfin, cela ne vous étonnera pas, je voudrais saluer les équipes de Sciences Po qui sont mobilisées comme jamais pour que cette chaire vive, soit belle, soit nourrissante pour nos étudiantes et nos étudiants. Esther Hogan et Sandra Lézé. Merci également aux étudiants de l'association Rhinocéros, Tiffany Arino et Jérémy Sipelewski, qui sont au cœur de cette soirée littéraire qui vous est offerte sous l'autorité du professeur ce soir, Ali Badou, auquel je laisse la parole en le remerciant d'être notre maître de cérémonie. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci, cher Bénédicte. Bonsoir à tous. Bonsoir à Louise Zénitaire et bonsoir à Louis-Philippe d'Alembert. C'est un bonheur de retrouver la communauté des lecteurs, de ceux qui veulent écrire, de ceux qui aiment la littérature, de les retrouver physiquement après une si longue interruption. Et c'est vrai, Louis-Philippe, que ça ne devait pas être simple d'engager le dialogue avec les étudiants, mais tu l'as fait sans jamais t'interrompre. J'imagine que la dramaturge, Alice Zénitaire, a dû vivre douloureusement ces moments où les salles de théâtre étaient fermées, où le public ne pouvait plus aller voir les représentations. Et je devrais juste ajouter pour conclure, mais je l'ai découvert dans l'ascenseur, que vous étiez aussi cinéaste.
aussi cinéaste, puisque vous venez de terminer de réaliser un film, ce qui en dit long sur votre capacité à manier les différentes formes de la création. Et on a hâte de découvrir ce film. Il y a quelque chose de très fort quand on lit ce que vous avez écrit, notamment dans votre dernier roman, et je le faisais ces derniers jours, comme un empire dans un empire, les questions qui se posent pour beaucoup d'étudiants et qui se posent très régulièrement, celle de la possibilité de s'engager dans un monde désenchanté. Quelle forme peut prendre l'action militante lorsque l'on est assailli par des discours de la fin du monde? Comment continuer à croire à l'engagement en politique? Et ils sont très nombreux, les étudiants de Sciences Po, évidemment, à se poser ces questions. Et quand le monde va à la catastrophe, bon, vous n'avez pas de réponse puisque vous êtes romancière, mais vous posez des questions qui nous interrogent collectivement, individuellement. Vous citez Spinoza comme un empire dans un empire. C'est vrai que quand on a 20 ans, on a envie de croire qu'on est un îlot de liberté, qu'on est quelqu'un qui peut changer le monde et qui peut avoir la capacité de changer le cours des choses. C'est une illusion ou pas, je ne sais pas, mais vous nous le direz peut-être. En tout cas, vous avez foi en la littérature, foi en l'utilité de pouvoir écrire, de pouvoir créer. Et c'est quelque chose que vous avez en partage avec Louis-Philippe d'Alembert. Vous portez l'un et l'autre une puissance du récit, et ce sera intéressant dans un instant de vous entendre dialoguer. Vous avez l'un et l'autre cette capacité à partager des pensées, à transmettre des sensations qui, même si elles ne font pas partie de notre histoire de lecteur, nous touchent, nous concernent et nous font accéder à quelque chose comme à l'universel, à travers des histoires à chaque fois extrêmement singulières. Et dans une époque où le moins qu'on puisse dire, c'est que la complexité a largement disparu, le temps long a disparu, ou en tout cas est menacé, vous avez foi l'un et l'autre dans le temps long, dans la capacité de prendre le temps, de faire droit à cette complexité dont je parlais il y a un instant et qui est si fragile. Je vais donner la parole tout de suite à deux étudiants de l'association Rhinocéros qui vont réciter quelques-uns des extraits de vos textes. Alice Zeniter, Tiffany Arino, qui est étudiante au collège universitaire, et Jérémy Sipelewski, qui est étudiant en master. Je vais les appeler tout de suite. D'abord, peut-être Jérémy, avant que vous ne donniez votre leçon inaugurale et que vous n'engagiez... Arrêtez de stresser, Alice Zeniter. Vous avez ici des gens qui ne sont qu'admiration pour vous et on a hâte de vous entendre. Donc c'est nous qui devrions être un peu stressés, pas vous du tout. En tout cas, vous êtes maintenant chez vous et la preuve, c'est justement ces deux étudiants qui vont commencer par la donner. Jérémy d'abord. Du coup, je vais commencer avec un extrait de Sombre Dimanche. Et Aaghi chantait. La glace portait sa voix fluette à travers tout le lac. Les notes glissaient dessus, résonnaient. La chanson s'enfuyait jusqu'à l'autre rive, 8 kilomètres plus loin, qu'on ne pouvait pas deviner. Il n'y avait que le lac pour donner de la force à la voix d'Aaghi. Ce cri de souris, toujours au bord de disparaître. Tout à coup, il grandissait, courait sur la neige, atteignait peut-être un patineur hors de vue. Les roseaux givrés bruissaient des chansons d'Aaghi. Et les brisures de la glace, et les barques prisonnières, et les rafales sournoises.
Je vais continuer avec un extrait de Jusque dans nos bras. Je suis de la génération du retour à l'ordre après 68. Je suis de la génération qui a tenté d'imiter 68. Je suis de la génération qui rêve dès que revient le mois de mai. Je suis de la génération qui ne sait plus où se situent les classes qui sont censées lutter. Je suis de la génération qui parle le franglais de Jeune et Jolie. La story du mois, c'est quand ma copse file son homme à un cum sur le dance floor en mode easy et qu'il a l'air open. Je suis de la génération qui a vu pendre Saddam Hussein sur Dailymotion, qui gagne des concours de cinéma sur téléphone portable et qui fait de la musique avec des ondes alpha. Et je poursuis avec un extrait de L'Art de perdre. La troisième partie finit comme elle a commencé. Parce que Naïma dit que ce voyage l'a apaisée, sans doute. Et que certaines de ces questions ont obtenu des réponses. Mais il serait faux pourtant d'écrire un texte téléologique à son sujet, à la façon des romans d'apprentissage. Elle n'est arrivée nulle part au moment où je décide d'arrêter ce texte. Elle est mouvement. Elle va encore. Et nous finirons avec un extrait de Comme un empire dans un empire. Il commence à danser. C'est la dernière image sans lettres. Il y aura, chronologiquement, des images qui viendront après. Le matin difficile, dans l'herbe, des traces de tige sur les joues. Il y aura le moment des départs, celui d'Antoine, celui de elle. Et quand ils seront partis, en réalité, il y aura toujours des images de la vieille ferme. Mais ils ne seront plus là pour les voir. Ce seront les images de Xavier, de Kédris ou des autres. Merci. Merci à tous les deux. Merci et bravo et merci d'avoir fait sonner les mots d'Alice Zeniter. Et c'est vrai que le mot de génération qu'on a entendu répéter dans l'un des textes, c'est dans vos livres des questions que se pose une génération. Je me demande si le tout petit enfant qui est avec nous ce soir se les posera de la même manière, si l'avenir lui sera favorable, si il faut être optimiste ou pessimiste, mais c'est un sujet que j'aimerais vous entendre discuter avec Louis-Philippe d'Alembert. Ce sera tout à l'heure, avant évidemment que vous ne puissiez prendre la parole pour les interroger tous les deux. Mais tout de suite, Alice Zeniter, je vous laisse la place et le pupitre. J'imaginais que je récoltais des mots, que tous ces mots formaient des phrases, et dans ma tête, toutes ces phrases formaient non pas des lignes, mais des volumes, des murs de phrases, des cabanes de phrases, des cheminées de phrases où faire des feux pâles dès l'automne. Et aujourd'hui encore, je reviens souvent dans cette cabane de phrases. On peut s'y réfugier dans l'hiver, quand plus aucun mot ne nous vient et que la forêt nous semble si grande. Victor Pouchet, autoportrait en chevreuil. Proposer de travailler sur le personnage pendant un atelier d'écriture, comme je l'ai fait pour un des ateliers que je donne ici, manque certainement de modernité et probablement de chic. Le personnage est une notion au mieux problématique et au pire dépassée.
Traiter de cette notion pour cette leçon inaugurale en moins de 10 minutes relève clairement du suicide argumentatif. Je commence donc en étant très mal barrée, mais puisque nous sommes là, après tout, pourquoi ne pas essayer ? Alors, pourquoi est-ce que le personnage manque de chic ? Bien d'abord parce que c'est une question qui, quand on aborde l'écriture, laisse de côté tout ce qui relève de la langue. Et nous, les écrivains et écrivaines, aimons rappeler que nous sommes des stylistes. Qui plus est, c'est une notion dont on nous annonce la mort depuis, au choix, le surréalisme, l'absurde ou le nouveau roman. Et alors, pourquoi le personnage ? Eh bien, parce que ces figures à la mort proclamée, à l'assassinat mis en scène à répétition, je continue à vivre avec. Je les vois au bord du chemin et je ne pense pas être la seule. Nous passons en réalité une bonne partie de nos vies dans des univers fictionnels, plusieurs heures par jour en moyenne. Livres, films, séries, histoires d'horreur ou rêves d'avenir racontés en groupe. Et bien sûr, dans ces univers fictionnels, existe une myriade de personnages auxquels, d'une manière ou d'une autre, nous nous lions. Ils et elles habitent avec nous les cabanes de phrases. Nous n'en sommes jamais les seuls occupants. Pour décrire ce lien que nous tissons avec les personnages, on emploie souvent le terme d'identification. Dans le champ littéraire, et surtout dans celui de la télévision ou du cinéma, les personnages sont perçus et disséqués au moyen de cet outil. Le mot revient beaucoup, et pourtant, il n'est pas du tout à sa place. Diverses études sur la fiction menées en sciences cognitives montrent que notre rapport au personnage relève plutôt de l'empathie. Nous ne sommes pas Jon Snow, Harry Potter ou Lisbeth Salander. Nous ne croyons pas l'être, pas une seule seconde. Nous sommes avec eux, souffrons avec eux, nous réjouissons pour eux. Or, les recherches en sciences cognitives prouvent, notamment grâce à l'IRM, que le fait d'être témoin de réactions chez leurs semblables ou de voir une représentation de ces réactions dans des fictions provoque chez les humains une même activation des zones cérébrales liées à l'imitation et l'émotion. Cette réaction, elle se produit de manière extrêmement rapide, presque involontaire. En fait, l'empathie est quelque chose de la réaction réflexe, et c'est probablement ainsi qu'elle a joué un rôle décisif au cours de l'évolution, en tant que réflexe, provoquant le comportement approprié devant un danger, secours, solidarité, fuite collective ou, dans des moments plus honteux, abandon des femmes et des enfants. Et dans les années 90, avec l'essor des sciences cognitives, la fiction se retrouve à être analysée et valorisée comme étant ce vecteur d'empathie. C'est ce que note la chercheuse Françoise Lavocat dans Faits et fiction, un livre que je trouve absolument passionnant et absolument difficile à lire. Comme ça, vous êtes prévenus, pas comme les dernières personnes à qui je l'ai recommandé. Cette valorisation de la fiction, nous dit Françoise Lavocat, conduit à envisager la dite fiction d'une façon nouvelle. Enrôlée dans la promotion du souci de l'autre, la fiction est découverte bénéfique pour l'individu, la société et l'espèce. C'est assez impressionnant dit comme ça, et clairement, ça donne une autre allure à mes ateliers d'écriture. Si nous ressentons de l'empathie devant une réaction comme devant sa représentation dans une fiction, il existe évidemment une différence entre les deux situations. L'empathie provoquée par la fiction ne nous invite pas à l'action, au contraire de celle que nous éprouvons dans les situations réelles. Et d'ailleurs, nous considérons comme immature ou erronée l'attitude des enfants qui avertissent Guignol de l'arrivée du gendarme. L'empathie qui naît des fictions est en quelque sorte une empathie amputée. Mais cette incapacité à transformer l'empathie en action permet peut-être une empathie plus vaste, plus large. Comme notre obligation de coopération est suspendue momentanément, nous pouvons éprouver de l'empathie pour certains personnages que nous fuirions ou jugerions néfastes dans la vie réelle. Nous n'avons pas à coopérer avec eux, avec elles, pour maintenir l'espèce humaine en vie. Il y a donc clairement un soulagement. Et peut-être même un immense plaisir à pouvoir approcher certains personnages qu'une rencontre physique nous ferait juger infréquentables. La fiction nous permet une proximité, faite d'attachement ou de répulsion, avec des personnages manifestement imparfaits, parfois imbuvables. La fiction est cette étrange salle de bal où l'on peut valser très tard avec des monstres, des connards, des guerrières et des furieux. Est-ce que ça veut dire que tout le monde a un ticket d'entrée pour cette salle de bal ? Ben non, absolument pas. On partage les cabanes de phrases avec certains groupes sociaux plus qu'avec d'autres, et créer un personnage aujourd'hui, pour moi, c'est aussi réfléchir à ça. Qui a peuplé majoritairement mes cabanes ?
Eh bien, sans surprise, ce sont des hommes blancs, souvent bien nés, et ils ont été des héros magnifiques, comme ils ont pu être d'odieux criminels ou de pathétiques perdants. Ils ont été 100 fois chevaliers avant d'être éboueurs, 100 fois grands et altiers avant d'être obèses, 100 fois amoureux et aimés, 100 fois triomphants ou ténébreux ou inconsolés, 100 fois merveilleux, 100 fois terribles dans leur fureur, 100 fois en se frappant le cœur, ils sont tombés sur une foudre divine, 100 fois ils partirent sans sang, mais par un prompt renfort, 100 fois ils ont masqué leur cœur de chair par leur front d'airain, 100 fois ils ont sauvé une maison, un pays, l'honneur ou la planète. Ils peuvent tout se permettre aujourd'hui, surtout d'être mal aimables, vils, vides, dégueulasses ou larmoyants. Parce que la trajectoire unique d'un personnage s'appuie sur l'infinie diversité qui a été construite avant lui. Et ça n'est pas le cas pour tous les groupes sociaux. Certains, certaines, arrivent à la fiction presque sans héritage. Ce sont des sans-famille, des premières fois. On dirait parfois même qu'il s'agit de générations spontanées. Et le but global de la fiction, c'est de parvenir, à mon sens, à créer pour tous cette infinie diversité des figures humaines qui est loin d'être atteinte. Alors parfois, on écrit comme pour rattraper le retard, avec une frénésie qui fait monter la chaleur aux joues. On écrit pour essayer d'agrandir d'un coup la palette, parce que c'est ce que peut la fiction, bien plus rapidement que les successions de rencontres que nous pouvons connaître dans nos vies, agrandir notre palette de connaissances par la fréquentation d'autres manières d'être. Et par ailleurs, ces autres manières d'être, je les fréquente dans la lecture d'une façon que je trouve étrangement sereine. La colocation dans les cabanes de phrases se passe bien. Je n'ai jamais l'impression que le mode de vie d'un personnage est un jugement sur le mien. Il et elle peuvent faire ce qu'ils veulent sans que je me demande s'ils pensent que c'est la voie à suivre et que la mienne, si elle diffère, relève du pis-aller ou de l'erreur d'appréciation. La façon dont il et elle pensent et agissent se tient là, devant moi, observable, offerte à ma curiosité et à mon empathie, mais sans jamais m'intimer de les imiter. Et l'inverse fonctionne aussi dans la cabane. Les personnages se foutent que je boive trop certains soirs, que je sois incapable de dire non à une proposition de travail intéressante ou que je ne veuille pas d'enfant. Je peux les regarder sans être vue. Notre rapport est plus simple que celui que j'ai avec bien des gens qui m'entourent. Et j'ai bien noté, enfant, que cela pouvait inquiéter mes parents ou nombre d'adultes autour de moi, cette fréquentation facile que j'avais avec les personnages dans la cabane de phrases. C'est un des paradoxes de la lecture, qui est un loisir socialement valorisé, bien sûr, mais qui demeure un peu inquiétante, parce qu'il n'y a qu'une lectrice dans la cabane de phrases, et tous les personnages qu'on veut, mais on lit toujours seul. Alors le monde extérieur dit « Sors un peu le nez de tes bouquins ». J'ai entendu cette phrase en boucle. « Sors un peu le nez de tes bouquins ». Comme si mes parents avaient eu peur que, sans leurs injonctions, je puisse vivre pour de bon à l'intérieur du livre que je tenais dans les mains. Et peut-être que je l'aurais voulu, si ça avait été possible, mais je savais bien, moi, que tous les livres ont une fin et qu'il me faudrait quitter plus tôt que je le désirais les cabanes pour retourner au reste. Je ne voyais juste pas pourquoi j'aurais hâté cet événement, sortir mon nez. Aujourd'hui, je me demande si ce qui inquiétait mes parents est ce qu'on appelle l'effet Werther, en référence à la vague de suicides qui a eu lieu en Allemagne à la fin du XVIIIe siècle, au moment de la parution des Souffrances du jeune Werther de Goethe. Ce roman, qui raconte les amours malheureuses de Werther pour Lotte, met en scène le suicide de son héros, lorsque celui-ci comprend qu'il ne pourra ni épouser ni oublier la jeune femme. Le succès de ce livre et l'intensité des réactions qu'il a provoquées sont emblématiques de ce que les Allemands ont appelé la Lesewut, la rage de lire. Et franchement, je vous donne cette information uniquement parce que je trouve ça dingue que les Allemands aient un mot pour ça, pour désigner ce phénomène, la rage de lire. Et c'est un mot qui me manque à moi, et j'espère que je réussis à partager un peu de ce manque et que vous sortirez en se disant qu'il nous manque ce mot. Mais bref, l'effet Werther, c'est le sociologue David Simons qui, dans les années 70, baptise effet Werther, donc, les cas de suicide mimétique répertoriés après un suicide particulièrement public, qu'il s'agisse de celui de célébrités comme Marilyn Monroe et Kurt Cobain ou de personnages de fiction. Cependant, dans le cas de Werther, il faut minimiser l'effet Werther. Ou plutôt,
il faut prendre en compte le fait que Werther a eu un effet Werther tout relatif, quand bien même il a donné le nom de Werther au phénomène. L'effet Werther du suicide de Kurt Cobain ou de Marilyn Monroe est bien plus considérable que l'effet Werther de Werther, ce qui est probablement injuste. L'expression vague de suicide que j'ai utilisée en désignant ce qui s'était passé après la sortie du livre est elle-même exagérément dramatique parce qu'on ne dispose pas de chiffres précis et que par ailleurs, ce phénomène a probablement été gonflé par l'Église qui voulait faire interdire le roman de Goethe qu'elle lisait comme une louange du suicide. Il est cependant fait mention, ici et là, de plusieurs jeunes gens, dont certains habillés comme Werther, qui se seraient tués par arme à feu comme le héros du livre après la publication du roman. Combien est une question qui m'importe peu. C'est le pourquoi qui me tracasse, c'est le pourquoi qui fait qu'aujourd'hui encore, je ne peux pas me débarrasser de la notion de personnage, je la place au cœur de mon travail, je reviens à la questionner encore et je propose à une partie des étudiants de le faire avec moi. Pourquoi l'effet Werther de Werther ? Si notre meilleur ami est abandonné par la femme ou l'homme aimé, nous pouvons compatir, nous pouvons être tristes, voire pleurer avec lui, nous pouvons lui tendre des mouchoirs, mais nous n'allons pas nous suicider à cause de son malheur amoureux. Pourquoi est-ce que Werther, lui, a ce pouvoir ? Umberto Eco, dans un article auquel je reviens sans cesse, et qui s'appelle « Quelques commentaires sur les personnages de fiction », a cette explication qui ne me satisfait pas entièrement, mais que je ne parviens pas non plus à dépasser. Lire ou regarder une fiction, c'est entrer dans le monde possible défini par l'auteur. Mais dans ce monde-là, dit Eco, nous pouvons souffrir de n'être pas formellement recensés. On n'y parle pas de nous, nous n'y existons pas. Notre engagement passionnel nous pousse alors à endosser la personnalité de quelqu'un d'autre, quelqu'un qui a le droit de vivre là. Un peu comme Ulysse accroché sous un mouton pour échapper au cyclope, nous nous trouvons un passeur, à la fois moteur et déguisement. Nous quittons l'empathie pour l'identification. Et nous avançons ainsi, dans le pays de la fiction, presque de force, au chausse-pied, tant notre désir est grand d'habiter les cabanes de phrases, et nous perdons le chemin de la sortie, guidés uniquement par cette rage de lire, pour lequel notre langue donc n'a pas de mots, mais que la rage d'écrire peut-être, peut canaliser. En tout cas, c'est ce que je vous propose que nous découvrions ensemble. Non, mais je vais me mettre là du coup, et puis Alice et Louis-Philippe peuvent s'installer. Bravo, très sincèrement, c'était impressionnant comme leçon, et c'est bien le titre qui convient, une leçon inaugurale, puisque Alice Zeniter vient de poser beaucoup des interrogations qu'on peut avoir en tant que lecteur, mais aussi quand on veut écrire. J'ai été quand même extrêmement déçu de savoir que je n'étais pas Jon Snow, alors que j'y ai vraiment cru. C'est pas, pardon ? Sauf Ali. Voilà, sauf moi. Je suis Jon Snow et j'ai un loup. Mais en l'occurrence, je pensais aux souffrances du jeune Werther et à ce qu'on a fait Roland Barthes dans les fragments d'un discours amoureux, parce que c'est, comme pour beaucoup, un livre, celui de Roland Barthes, qui est devenu comme un manuel pour être amoureux, pour éviter la souffrance amoureuse, pour comprendre ce qui nous arrive lorsque l'être aimé n'arrive pas, est en retard, ou qu'il se manifeste comme cassant. Et ça rejoint justement l'une des questions sur lesquelles je voulais vous interroger, et la question initiale, qui est assez vertigineuse. À quoi ça sert d'écrire ? À quoi ça sert d'écrire ? À quoi ça sert d'écrire ? On a entendu parler d'empathie, on a entendu parler du fait d'habiter dans ces cabanes et dans ces univers fictionnels, de ce rapport éventuellement d'empathie ou d'identification, du manuel pour apprendre à vivre. Pour vous, à quoi ça sert d'écrire ? Je pense que
c'est une manière pour moi d'apprendre à vivre, au sens pas de l'enseigner, mais de l'apprendre. C'est aussi, vous parliez tout à l'heure du temps long et de la manière d'aborder les complexités de certaines situations. C'est quelque chose que je peux faire dans l'écriture et que par ailleurs, mais c'est probablement une paresse intellectuelle de ma part, mais que je ne fais pas ailleurs. Alors que prendre le temps à la fois de faire des recherches et puis ensuite de réfléchir à comment les incarner, comment faire exister des palettes de nuances. Il n'y a pas d'autre manière de m'assurer que j'ai bien compris quelque chose que d'essayer de le passer par écrit. Il n'y a pas d'autre manière de savoir si la question qui me brûle est exactement celle-là que de la passer par écrit. Et donc c'est un long apprentissage de ma manière d'être vivante. Et en l'occurrence, quand vous disiez que nous vivions dans des univers fictionnels, quel est votre rapport au réel en tant qu'écrivaine, autrice, romancière? Parce qu'on ne va pas se cacher, c'est vrai que vous êtes quelqu'un qu'on sollicite régulièrement dans les médias, sur des sujets d'actualité divers et variés. On vous appelle pour avoir votre point de vue sur quelques-uns des grands enjeux de notre société. Je ne sais pas si c'est le rôle de l'écrivain d'y répondre. Je ne sais pas si c'est lassant pour vous qu'on vous interroge ou qu'on essaye systématiquement de vous ramener au réel. Mais le réel pour vous, justement, comment est-ce que vous le vivez quand vous écrivez? Quand vous vous préparez à nous inviter dans un univers fictionnel? En fait, on peut un peu en revenir à Roland Barthes. Moi, je me souviens avoir lu cette phrase de lui pendant que j'étais en train de faire des études de lettres, qui m'a marquée et qui me fait encore avancer. C'est cette idée qu'en fait, on n'écrit pas pour poser des mots sur quelque chose qui existe en deçà du langage. On écrit pour dégager des situations d'une couche de langage morte et mortifère. Pourquoi morte? L'exemple que prend Barthes, c'est de dire quand on dit mes condoléances à quelqu'un, pendant un enterrement, ça ne dit plus rien du deuil. Parce que la forme figée de la langue a juste condensé cette phrase qui ne dit plus rien de la douleur. Alors que c'est beau en fait. Condoléances, ça veut dire je souffre avec. Oui. Mais le langage est mort au sens où c'est un ossement sonore qui ne charrie plus de sens du tout. Et écrire, pour moi, c'est aussi faire cet exercice-là parce qu'en fait, le réel sur lequel on me demande d'exprimer mon avis, ça n'est jamais quelque chose qui existe en deçà du langage. En fait, on me demande d'exprimer mon avis sur quelque chose qui a déjà passé des années, parfois des siècles, de construction par le récit, par les discours, que certains récits et certains discours ont figé dans une certaine forme. Et je considère que c'est mon travail d'écrivaine et d'autrice, de venir un peu analyser la dramaturgie, la narratologie qui a été faite de tel ou tel événement, ou quel est le champ lexical qui y est attaché, et de dire parfois, voilà, la manière dont ce vocabulaire ou ce récit s'est sédimenté, ça donne l'impression que cet événement est ceci, qu'il existe un réel et qui est ceci, alors qu'en fait c'est une lecture qui vous a été imposée par la répétition de plusieurs chaînes. Louis-Philippe, même question. Quel est votre rapport au réel comme écrivain, comme romancier? Pour moi, en tout cas, tout part du réel. De toute façon, je ne pense pas que l'écrivaine ou l'écrivain puisse vivre en dehors de son temps, d'une certaine façon. Tout à l'heure, vous aviez parlé du rapport à la presse. C'est vrai que ça peut être lassant, justement, d'être sollicité pour tout. Parce que vous l'êtes aussi, Louis-Philippe. Vous l'êtes aussi. Dès qu'il se passe quelque chose, un tremblement de terre en Haïti, une catastrophe humanitaire, ça, c'est autre chose. on vous appelle. Mais justement, et maintenant, j'ai appris à refuser aussi. Donc, mais c'est autre chose. C'est-à-dire qu'on n'a pas toujours des réponses aux questions qu'on nous pose. Et le risque avec l'hypermédiatisation des sociétés occidentales, par exemple, dans lesquelles nous vivons, c'est de penser ou de croire qu'on a des réponses à tout, parce qu'on est tellement sollicité qu'on se dit, tiens, voilà, j'ai une opinion. Donc, il faut avoir à un moment donné l'honnêteté intellectuelle de dire que je n'ai rien à dire sur ce sujet-là parce que je n'ai pas réfléchi sur ce sujet-là. Mais en même temps, l'écrivaine ou l'écrivain que nous sommes vit dans son temps. C'est-à-dire qu'on ne peut... Ce qui est le rêve de tout écrivain ou de toute écrivaine, c'est
on aimerait être lu 50 ans ou 100 ans après. On parlait de Werther tout à l'heure, donc de Goethe, on parlait de Barthes, etc. Ce sont des écrivains qui sont morts depuis longtemps, dont on parle encore du XXe siècle. Moi, j'aimerais bien qu'au XXIIIe siècle, qu'on parle encore de moi. Mais pour qu'on puisse parler de nous, il faut qu'on soit aussi de notre temps. C'est-à-dire, à mon avis, on ne peut arriver à l'intemporel qu'en étant de son temps, qu'en se faisant écho, j'ai envie de dire, des bruits de notre temps, de notre époque. C'est-à-dire, tout comme on ne peut arriver à l'universel qu'en étant profondément ancré dans le particulier, dans le singulier. C'est là qu'on va arriver à l'universel. Donc, Mais faire écho à son temps, est-ce que c'est témoigner? Est-ce qu'on écrit aussi pour témoigner? J'ai envie de dire oui et non, parce que quand on témoigne, on ne témoigne pas uniquement de son temps, on témoigne aussi de ce dont on a hérité, en quelque sorte. C'est-à-dire, nous sommes dans une continuité de l'humain. Et c'est justement le danger qu'il peut y avoir parfois, c'est de croire que... je vous ai entendu, je vous ai écouté bien, comme on dit tout à l'heure, quand on parlait des jeunes, ou bien quand Alice, comment on dit, parlait, ou les jeunes qui ont peut-être récité le texte d'Alice, de la génération d'après, comment on dit, 68, on a l'impression effectivement que le monde commence avec nous, c'est très bien, mais en même temps, nous sommes dans la continuité du monde. Nous sommes dans la continuité de ce que nous avons reçu comme éducation, de ce que nous avons. Et nous sommes des hommes ou des femmes en devenir en permanence. C'est-à-dire que tout en étant dans le présent, tout en se faisant l'écho de ce qu'on est. Mais on ne peut l'être, on ne peut, encore une fois, je me répète, arriver à ce qu'on parle de nous au 22e, au 23e siècle, qu'en se faisant écho de ce qu'on vit là, vraiment au quotidien. Mais ce qu'on vit n'est pas propre à nous, on a l'impression que c'est propre à nous. Mais l'écriture, justement, c'est cette capacité que nous avons d'apporter une forme à ce qui est humain, en fait, à ce qui n'est pas nouveau, parce qu'on n'invente rien au fond. Et comme problème ou comme, je ne sais pas, ou comme catastrophe, on n'invente absolument rien. Par contre, l'écriture nous permet d'apporter une forme qui va laisser à la lectrice ou à la lecteur l'impression que c'est quelque chose de nouveau. C'est en ce sens que le travail, pour moi, est intéressant ou est excitant. Alice, c'est un travail pour témoigner, pour poser des questions. Je parlais de Comme un empire dans un empire. Est-ce que les différents personnages, puisque vous parliez de ce qu'était un personnage et du rapport qu'on pouvait avoir au personnage d'un roman, est-ce que ces différents personnages, ce sont autant de questions que vous vous posez? C'est-à-dire, quand on voit la question de l'engagement politique, est-ce que vous vous interrogez pour savoir si la forme la plus efficace, ce serait celle de rejoindre un parlementaire, par exemple, pour être son assistant? Est-ce que c'est, par exemple, une jeune fille qui va devenir hackeuse? Est-ce que c'est encore autre chose? Ce sont des questions des personnages? Disons que les personnages que je crée souvent autour de questions qui ne sont pas forcément exactement les miennes. À la question « dois-je devenir une hackeuse ?», la réponse est non, tu n'as pas les outils. Ou alors il faudrait accepter de reprendre toute une formation. Donc il n'y a pas forcément un écho aussi direct. Mais vous avez d'autres outils dont nous, par exemple, lecteurs, nous ne disposons pas toujours. Oui, oui, j'imagine. J'imagine que j'ai réussi à développer en effet une petite boîte à outils de l'écriture. Disons que pour moi, ce qui est intéressant aussi, c'est que d'une certaine manière, écrire, je ne dirais pas vraiment témoigner, mais c'est créer les conditions d'un partage et aussi d'une certaine façon créer ses propres archives. Et ça, c'est quelque chose qui m'est apparu aussi beaucoup quand je travaillais sur l'art de perdre. En fait, le fait que tout ce que je pouvais trouver comme archives ayant trait à l'histoire de ma famille ou de familles semblables à la mienne étaient des archives tenues par l'ancienne autorité coloniale, oui, ou les anciens Français d'Algérie, ce qu'on a appelé ensuite les pieds noirs. Mais il n'existe pas d'archives qui auraient été tenues par les miens à propos des miens. Et donc en fait, avoir accès à ces images-là, c'est comme si je pouvais regarder des images de mon père enfant, mais dans l'album photo tenu par un grand-oncle raciste qui aurait écrit des commentaires racistes à côté des photos. oui. Et donc les archives ne me parviennent jamais de la même manière. Et
quand j'écris quelque chose, même si c'est une fiction, de manière étrange, j'ai l'impression de pouvoir créer des archives là où il y avait peu ou pas grand-chose. Et c'est aussi lutter contre cette idée que certaines personnes, certains groupes auraient plus droit à être de la littérature ou seraient un matériau de littérature a priori, alors que les autres devraient accomplir noms et merveilles pour avoir un droit de cité. Louis-Philippe, ce rapport justement à l'archive, c'est quelque chose qui est présent aussi dans votre travail. C'est la volonté de laisser une trace, et j'allais dire plus qu'une trace de certains événements, c'est essayer de donner sens à ce qui peut paraître complètement absurde, à ce qui peut paraître absurde lorsqu'on songe à la catastrophe, lorsqu'on songe au malheur du monde. Et est-ce que votre travail, vous le percevez comme ça ? Les archives, pour moi, il y en a de deux sortes. Il y a la transmission, qui vient d'un groupe oral. Ça peut être une transmission orale de la famille ou bien du groupe auquel on appartient. Et puis, il y a effectivement les archives que nous connaissons tous et toutes qui peuvent nous aider à travailler. Mais pour moi, les archives, c'est aussi l'histoire avec un grand H. Donc, vous en avez parlé en filigrane. Cette histoire-là, c'est aussi nous. C'est-à-dire, cette histoire participe de nous, participe de ce que nous sommes. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de continuité. Nous sommes une partie de cette histoire-là. Maintenant, qu'est-ce que nous en faisons et en tant qu'écrivain? Qu'est-ce que nous en faisons en tant qu'auteur? Et c'est là tout le travail. Comment, moi, écrivain, je vais utiliser quelque chose qui appartient au collectif pour en faire quelque chose de personnel d'abord, donc une espèce de filtre, et avant que ça retourne au collectif. Donc, les archives dont vous parlez, c'est aussi ça. Ça nous sert à ça. Maintenant, est-ce qu'il faut nécessairement qu'on soit toujours dans les malheurs du monde ou dans les catastrophes, etc.? Pas nécessairement. Ça dépend de chaque auteur ou de chaque autrice. Mais chez vous, c'est présent. Chez moi, c'est présent parce chez que l'un et l'autre, c'est présent. C'est peut-être parce que justement, je viens d'une histoire avec un grand H aussi, où cette force de résistance a toujours été là. Et donc, du coup, ça m'a construit, ça m'a aidé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne peux pas écrire, encore une fois, sans faire attention à ce qui se passe, encore une fois, dans le monde. Maintenant, pas forcément en tant que politique, mais en intervenant en tant que citoyen. Et parce que quand on essaye de mélanger les deux, c'est-à-dire l'écrivaine ou l'écrivain qui devient politique ou l'inverse, je crois que d'une façon ou d'une autre, il y a l'un des deux qu'on ne fait pas bien. Quand on prend par exemple l'écrivain péruvien Mario Vargas Llosa, qui est prix Nobel de littérature, qui a été à un moment donné candidat à la présidence, qui est un très très bon écrivain, un très grand écrivain pour lequel j'ai beaucoup d'admiration. Je me dis peut-être que, heureusement pour le peuple péruvien, qu'il n'ait pas été président. Je ne pense pas qu'il aurait fait un bon président. Je n'en suis pas très sûr. Donc, il faut que chacun puisse rester à son niveau, sache ce qu'on est capable de faire, ce qu'on est en droit de faire. Et nous autres écrivains, ou du moins moi, je ne peux pas parler au nom des autres, à ce niveau-là, j'essaie de faire mon travail à ma place avec les obsessions qui sont les miennes et qui ne sont pas celles de tout le monde, avec les préoccupations qui sont les miennes et que je vais essayer de transmettre à d'autres, en fait. Vous aussi, c'est vos obsessions qui sont là quand vous vous mettez à écrire? C'est mieux. Si c'est celle des autres, c'est un peu gênant, non? Non, mais ça peut être des sujets qui vous sont extérieurs, mais que vous essayez de comprendre. Oui, mais la façon dont ces sujets m'affectent, au bout d'un moment, s'il essaye de repérer... L'histoire familiale, l'histoire algérienne, l'histoire de notre temps, par exemple, et de l'engagement politique. Disons, je pense que c'est aussi pour ça que le personnage est une notion qui est clé pour moi, à la fois dans mon travail et dans ce que j'étudie du travail des autres. C'est la question de la construction et des différentes échelles de la construction. C'est-à-dire que on est dans une société qui, basée sur ce qu'on pourrait appeler un mythe cartésianiste, a vraiment un récit du sujet roi, Oui. avec un je pense donc je suis, où le jeu est assez clair.
Et puis cette idée aussi que l'homme pourrait être maître et possesseur de la nature, que nous sommes, nous sommes ces êtres de volonté et d'action séparés par ailleurs de tout le reste du royaume vivant. Et finalement, j'ai l'impression que toutes les disciplines, en avançant, ont un peu dégommé cette idée-là, et pourtant elle reste. Mais parce que c'est un récit qui fait du bien, qui recoupe celui du rêve américain, du self-made man. C'est un récit optimiste, d'une certaine manière. Alors, à la fois il est optimiste, et puis en même temps il permet d'être très dur avec ceux qui ratent. Parce que finalement, si on est sujet et maître et possesseur de chacune de ces décisions, alors ceux qui réussissent peuvent se réjouir parce qu'ils méritent, et ceux qui ne réussissent pas ont encore une fois le corollaire inverse, et donc c'est un peu leur faute, ils n'ont pas bien voulu, ou alors ils ont voulu faiblement et n'ont pas bien agi, etc. Et moi, ce qui me passionne, c'est en fait de voir qu'est-ce qui fait le jeu, qu'est-ce qui construit le jeu, et quelle est la marge de manœuvre en fait qui nous est laissée. Oui. Évidemment, il y a la structure familiale, mais il y a bien sûr la structure nationale, internationale. On est traversé par les soubresauts de l'histoire, par les guerres, par les conquêtes, on est traversé tous aussi aujourd'hui par le réchauffement climatique, la question du collectif que ça va créer. Et donc en fait, il faut écrire cette histoire parce qu'elle nous pétrit, au lieu de se dire, moi, maîtresse et possesseuse de ça, je peux la raconter d'un point de vue extérieur. Il n'y a rien d'extérieur. Et donc voilà, qu'est-ce que ça veut dire le libre arbitre, et qu'est-ce que ça veut dire être un individu à partir du moment où on est traversé par toutes ces forces qui sont en jeu, et comment est-ce qu'on peut raconter ça dans un temps long qui ne serait pas une histoire globale de l'humanité, voire de l'univers, parce que ça ne tient pas facilement dans un livre même de 500 pages. Donc comment je fais mon taf pour que ça puisse devenir un objet qui tient sur un rayon en librairie. Ben ça suffit à me faire me réveiller tous les matins, essayer, échouer et essayer encore. L'art de perdre, les vertus de l'échec, j'allais le dire, mais juste d'un mot, comment, avant de donner la parole aux étudiants et à ceux qui sont dans la salle, mais comment est-ce que vous choisissez la forme, puisque vous êtes à la fois dramaturge, que vous êtes romancière, que vous venez de passer au cinéma. Louis, vous avez écrit des poèmes, vous avez écrit également des romans. Qu'est-ce qui détermine le choix d'une forme plutôt que d'une autre, d'une forme d'écriture plutôt qu'une autre? Oui, je voulais juste rebondir avant que Alice réponde à la question. C'est-à-dire, je vois que le débat tourne autour justement de la notion de l'engagement, et vous en parlez, et ce qui se passe aujourd'hui avec tout ce qui secoue un petit peu, encore une fois, les sociétés occidentales, les questions de genre et les questions justement de réchauffement climatique. Et j'ai écouté Alice avec plaisir tout à l'heure décrire le mâle blanc dans toute sa splendeur. Je me suis dit heureusement que je ne suis pas blanc. Donc, mais ce qui est important à ce niveau-là, quand on s'en empare en tant qu'écrivaine ou en tant qu'écrivain, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que le fait que je défende une idée ou une cause qui est juste, et de mon point de vue, est-ce que ça en fait forcément de la littérature? Et c'est là que le travail de la forme intervient. Donc, du coup, on est en littérature. C'est cette forme-là qui va donner sens, parce que ce n'est pas, justement, il ne suffit pas uniquement, Dieu seul sait si je viens de ces histoires-là, de ces lieux-là, il ne suffit pas de dénoncer quelque chose, il ne suffit pas Haïti, par exemple, de porter un combat juste pour que ce soit de la littérature. Parce que, encore une fois, les périodes de combat disparaissent. Donc, il y a quelque chose qui va rester. Qu'est-ce qui va rester? Qu'est-ce qui va faire en sorte que, justement, aujourd'hui, en 2021, j'ai envie de lire les souffrances de Jeanne Werther. C'est ça qui m'intéresse. Et c'est ça notre travail en tant qu'écrivaine et en tant qu'écrivain, même si on peut essayer d'être dans une cause ou défendre une cause juste. Mais la cause, aussi juste soit-elle, ne suffit pas à en faire de la bonne littérature. Un point commun entre vous d'ailleurs, c'est vrai que vous aussi, vous avez travaillé sur les mémoires haïtiennes pour créer quelque chose comme des archives de votre histoire et de pans oubliés de l'histoire d'Haïti. Vous avez aussi posé la question du pouvoir de la littérature face au drame ou face aux grands enjeux de l'époque, mais je reprends juste ma question à Alice Zeniter, sur le choix de la forme.
un roman ou une pièce de théâtre? Pour moi, la question ne se pose jamais comme ça. C'est-à-dire que j'ai envie d'écrire quelque chose avec le genre vient avec le sujet ou le personnage ou la phrase qui fait naître une envie. La question, elle se pose plutôt justement dans cette recherche de la forme qui fait que c'est de la littérature. Oui. Et de savoir à quel moment le langage que j'utilise, il est là pour nommer précisément, et en nommant peut-être il découpe quelque chose et il l'isole. À quel moment c'est une mise en lumière, à quel moment au contraire la langue doit un peu reculer et se faire flottante et laisser exister quelque chose de plus trouble ou de plus troué. À quel moment elle laisse une plus grande place à la complétion qui est faite pour accéder à l'image ou au sens. Et là, j'ai jamais la réponse avant, c'est toujours un exercice de petite chimiste où je dois doser et redoser en permanence et tâtonner pour voir si c'est comme ça que ça marche le mieux. Et c'est en d'autres termes, Louis-Philippe aussi, ce que vous disiez quand vous évoquez votre travail d'écrivain, ce pouvoir, cette possibilité de créer une autre langue, que la langue usuelle, que la langue qui est celle du journalisme, par exemple, de l'actualité, du langage courant, pour faire littérature. Oui, c'est justement ce qu'il y a d'excitant dans ce travail-là, c'est à la fois de créer une langue, mais pas une langue. De toute façon, ceux qui étudient, ou celles et ceux qui étudient ou qui suivent notre travail de près, et finissent toujours par mettre en évidence des récurrences ou des tics de langage, et ainsi de suite. Mais ce qui est intéressant, c'est le fait que nous, en tant qu'écrivains, on peut se glisser dans la peau d'un certain nombre de personnages. C'est-à-dire, moi, je peux incarner une femme très jeune ou très âgée aussi. Je peux incarner un homme blanc, justement, pour en revenir à Alice. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est ce travail-là qui fait que... qui devient pour moi art, qui devient littérature. Maintenant, comment on choisit cette forme-là? Je crois que moi, personnellement, quand je suis dans l'urgence, quand il y a une écriture qui est vraiment urgente, je suis dans la poésie. Et quand justement je fais un travail qui va être plus sur le long terme, et là je suis dans la prose qui peut être un roman, une nouvelle ou de l'essai, mais c'est vraiment l'urgence pour moi, c'est la poésie, c'est lié, il y a une parole qui doit sortir, qui doit surgir le plus rapidement possible, et ça ne peut être pour moi que de la poésie. On va maintenant prendre des questions de la salle. Qui aimerait intervenir, poser des questions à Alice Zeniter et Louis-Philippe d'Alembert? Levez la main le plus simplement possible. Ne soyez pas timide. Oui. On va vous faire passer un micro, que vous soyez entendu. Ah, pardon. Alors moi, j'avais une question pour vous, en tant qu'écrivain. C'est vrai que dans le milieu scolaire, il y a souvent une distinction entre réellement la dimension de l'oral et la dimension de l'écrit. Et est-ce que vous pensez que ce sont deux dimensions qui sont complètement opposées, ou alors c'est des dimensions qui sont plutôt complémentaires? Est-ce que vous pensez que le temps de l'oral est différent du temps de l'écrit, ou on considère que l'oral c'est plus un temps spontané? Voilà, c'était... Alice Zeniter. Comme disait Louis-Philippe tout à l'heure, il faut accepter que sur certaines questions, on n'a pas de réponse parce qu'on n'a pas eu le temps de réfléchir. Et je pourrais uniquement vous répondre sur ma pratique personnelle, mais j'ai peur que ça ne vous enrichisse pas beaucoup, donc je vais passer. Mais est-ce que vous lisez à haute voix? C'était intéressant tout à l'heure parce que ce n'était pas une lecture mais des récitations. Mais on a d'abord lu à haute voix avant de lire silencieusement. Donc l'oralité, elle est déjà présente dans le travail de l'écriture et de la transmission. Bof. Mais là, on arrive à quelque chose qui est encore hybride. Ouais. La pratique de la lecture à voix haute, c'est quelque chose que je trouve
assez merveilleux parce que ça fait exister des composantes du travail d'écriture, et notamment le rythme et tous les jeux sur les sonorités. Et je trouve extrêmement dommage que le fait de lire à voix haute à quelqu'un soit un exercice qui soit souvent réservé à l'enfance, en fait. Oui. Des adultes aux enfants, alors que même une fois qu'on est en âge de lire à voix basse, entendre un texte lu à voix haute est toujours un moment qui apporte quelque chose d'autre. Mais ce n'est pas tout à fait répondre à la question de la séparation de l'oral et de l'écrit, et surtout en milieu scolaire. Donc, je te rends. Louis-Philippe. Non, moi, je crois que c'est un faux débat, en fait. À un moment donné, dans l'histoire de la littérature, on a voulu séparer l'oral de l'écrit. Donc, on a un certain nombre de sociétés, même ici en Europe, où les premiers écrits qui étaient de la poésie, étaient écrits oralement, entre guillemets, si je peux le dire comme ça. Des gens qui ont appris des textes, mais des tonnes et des tonnes de textes, et qui, en plus, ont retravaillé au fur et à mesure ces textes-là, qui, pour moi, restent de la littérature. Et puis après, donc, nos sociétés ont connu l'écrit, on a eu besoin de fixer, ce qu'on a écrit ou bien ce qu'on a imaginé pendant longtemps. Mais en poésie, par exemple, c'est l'une des meilleures façons. Quand on prend un certain nombre de textes au départ qui sont très narratifs, on prend l'Iliade et l'Odyssée ou tant d'autres textes, c'est des textes que, au départ, par exemple, dans certaines sociétés africaines notamment, et ceux qu'on appelle les griots, c'est des textes qui racontent l'histoire ou l'épopée autour de tout un groupe d'individus, de tout un village ou bien d'une famille, et sur des générations et des générations. Donc c'est quelque chose qui est là. Pour moi, c'est aussi de la littérature. La culture orale, ça peut faire littérature. Ça ne peut pas faire, c'est de la littérature pour moi. C'est-à-dire que c'est en ce sens. Et aujourd'hui, on a un retour dans les sociétés occidentales de cette littérature-là avec ce qu'on appelle le slam. Je ne sais pas si vous avez vu la capacité des slameurs à improviser, mais vraiment, c'est-à-dire, je suis toujours étonné, surpris, et ça reste, comment dire, de la littérature. Puis, maintenant, comme dans toute forme de littérature, il y a des moins bonnes, il y a des très bonnes, il y a des mauvaises, mais pour moi, c'est de la littérature. C'est un faux débat. On va faire circuler le micro. Vous vouliez prendre la parole, vous l'avez. Oui, bonjour, merci beaucoup. Il y a deux éléments qui m'ont particulièrement marqué dans ce que vous avez dit. Le premier, c'est vous disiez à Elise Zeniter que lorsque vous construisez un personnage, vous construisez le personnage autour de questions. Et le deuxième élément dont vous avez parlé, c'est le fait qu'il ne suffit pas juste de dénoncer une cause ou d'avoir un combat pour que ce soit de la vraie littérature, enfin de la bonne littérature. Par rapport à justement, enfin j'essaie de mélanger un petit peu les deux, peut-être que ça ne se mélange pas du tout, mais lorsqu'on... Pour créer un personnage du coup, qui, par exemple, incarne un combat ou dénonce une cause, comment faire en sorte que cette construction elle ait du sens si jamais il ne suffit pas juste de créer un personnage autour d'une grande question ou autour d'un grand combat, mais aller beaucoup plus loin dans vraiment construire ce personnage qui donne un sens, qui donne une direction, qui crée vraiment un univers. Enfin, je ne sais pas trop si vous me suivez, mais... Si je dois reformuler, il n'y a pas de souci. Non, je crois avoir à peu près compris. Du coup, n'hésitez pas à me faire des grands signes de main en plein milieu de la réponse si j'ai pas Mais c'est vrai qu'on vous pose des questions vertigineuses, comme s'il était absolument évident d'y répondre, mais ce sont des questions qu'on se pose et malheureusement, c'est à vous d'y répondre. Disons que la réponse abstraite, un peu lointaine, ce serait une que je pourrais piquer à Gilles Deleuze et qui dit la philosophie s'occupe de créer des concepts, la littérature s'occupe de créer des percepts. Et les percepts, c'est comme une petite bulle de perception qui existe et dans laquelle vous pouvez rentrer chaque fois que vous allez réouvrir le livre. Et lui, il dit, par exemple, c'est faire exister ce qu'est un matin de mai, quand bien même l'auteur, le personnage, le premier lecteur, tout le monde meurt. Dans les 10 ans qui suivent la fin du livre, il existe encore, ce matin de mai, il perdure, en fait, au-delà de l'épuisement des corps et des vies. Et pour moi, j'ai l'impression que créer un personnage qu'on ait envie d'accompagner, qu'on ait envie de continuer à voir dans les cabanes de phrases, c'est aussi
ça s'est aussi multiplié ces percepts, c'est que ce personnage nous donne accès à quelque chose soit d'amplifié, soit au contraire d'extrêmement atténué, mais à une manière de ressentir qui n'était pas la nôtre avant et qui tout à coup deviendra la nôtre. Ce qui veut dire que même si il ou elle se bat pour une cause, il ou elle n'est jamais juste une sorte de manifeste en 10 points dont on sait toujours du coup comment il ou elle se comportera ensuite, puisque tout est sous-entendu dans les 10 points. On ne sait pas du tout, en fait, en réalité, on peut découvrir comment il réagit à l'odeur de l'ail quand il se fait des pâtes, ou à ce que fait un rayon de soleil, ou par exemple, j'ai commencé à lire très récemment le travail de Zerouya Chalev, et je suis absolument fascinée par le fait que ces personnages font des boucles terribles, c'est-à-dire quand on commence une phrase, la femme est au chevet de sa mère mourante et elle part dans un certain état et elle va traverser tous les états qui suivent parce qu'en fait elle essaye de se faire violence, de se dire je n'ai pas le droit de détester ma mère qui meurt, etc. Alors qu'en réalité, et quand le paragraphe finit, elle est revenue au point de départ et je ne sais jamais comment. J'imagine que ça en fait un personnage qui n'est pas extrêmement aimable, mais en fait je vis des montagnes russes avec le personnage de Chalev, et ça fait que je ne peux pas les oublier. Même si par ailleurs ça fait un apprentissage de la lecture très très pénible, quoi. Parce que je boucle moi-même et j'ai envie d'avancer. Et en même temps, si elle avançait, si ce personnage avançait, je me dirais, romancière, tu as fait une tâche simpliste. C'est trop facile. Je ne veux pas de personnage qui avance comme un panneau de comment bien vivre en famille. Voilà. Il n'y a rien de plus... Oui. Si vous tenez une chose dans ce que nous avons dit, qui est une manière de ressentir qui n'était pas la nôtre, mais qui devienne la nôtre. Et pour moi, c'est plus important quand on est romancier ou romancière du moins, c'est-à-dire cette capacité d'empathie qu'il faut avoir avec ces personnages. C'est-à-dire qu'on ne peut pas inventer ou créer, si on veut, des personnages sans avoir cette capacité d'empathie-là. Et d'aller vers... j'ai envie de dire, des personnes, même pas des personnages, aller vers des personnes qui peut-être parfois sont très loin de nous, de ce que nous sommes, de ce que nous pensons, de ce que... je pense par exemple à un roman comme Les Bienveillantes de Jonathan Littell, justement, qui est lui-même juif, mais qui va entrer dans la peau d'un ancien bourreau nazi et qui va faire un roman extraordinaire, mais en allant le plus loin possible dans la peau de ce personnage-là. Donc il y a cette capacité d'empathie pour moi, et c'est laquelle on ne peut pas créer des personnages. Et puis le fait aussi d'accepter de se mettre, j'ai envie de dire, le mot est peut-être un peu fort, on galvaude un certain nombre de mots, mais de se mettre en danger aussi. C'est-à-dire que d'accepter d'aller au-delà de ce que nous sommes. J'ai publié il y a 2 ans un roman qui s'appelle Néo-Méditerranée, où je décrivais des personnages qui se trouvent dans la cale d'un bateau, mais j'en suis sorti vraiment secoué, c'est-à-dire que physiquement, je n'arrivais plus au bout de 2 ans d'écriture, je n'arrivais plus à supporter d'être enfermé. Dans ce bateau monde. Justement, c'est-à-dire que pour moi, c'était, si j'étais dans le métro, et le métro s'arrêtait sous le tunnel, j'étais un peu, pas en panique, mais j'étais inquiet. Donc, c'est-à-dire que j'étais allé jusqu'au bout de ce que je pouvais faire en étant dans la peau de ces personnages qui sont enfermés dans la cale d'un bateau pendant plusieurs semaines sans pouvoir sortir de ce bateau-là. Donc il y a ce risque-là, le fait de se mettre aussi en danger. Du moins, c'est comme ça que moi, je travaille pendant. Une dernière question peut-être ? Bonjour, déjà. Bonjour. On a parlé un certain temps de transmission. Du coup, mes questions, si je puis dire, c'est qu'est-ce qui vous a motivé déjà à écrire pour un public et à quel moment avez-vous réalisé la légitimité de votre écrit ou de la défense de votre cause à pouvoir être appelée littérature ? Non, Alice, c'est trop facile. Question vertigineuse, mais... Est-ce que je peux vous demander de répéter la question juste pour gagner 10 secondes ? Bien sûr. Donc, la première, c'est qu'est-ce qui vous a motivé à écrire pour un public ? Et la deuxième, qui recoupe quand même la première, c'est à quel moment est-ce que vous avez réalisé la légitimité de votre écrit ou de la défense de la cause que vous portez à être appelée littérature ?
Ouais. Désolée. Les lecteurs n'ont jamais à s'excuser. Je dirais que pour la première question, pour moi, c'était assez simple. En fait, c'est que toute une partie du travail de l'écriture est silencieux ou blanc. Enfin, il n'existe pas, en fait. C'est pas quelque chose qui va se retrouver dans le texte fini, mais qui existe pour moi quand j'écris. J'imagine que pour toi c'est pareil aussi, c'est-à-dire des passages qu'on a coupés ou qu'on a énormément retravaillés, des possibilités d'errance du texte dans telle ou telle direction qui finalement ne naissent pas. Et après un temps de travail, moi je suis incapable de me lire, je suis incapable de lire ce que j'ai écrit moi. Je lis 10 couches d'histoires possibles et retravaillées, et en fait c'est comme si c'était un palimpseste perpétuel. Et du coup je considère que je suis pas je suis pas une bonne lectrice, je ne peux pas juger sur moi de ce que ça produit. Est-ce que cette image-là, elle fonctionne? Est-ce que cet agencement de ces deux mots qui est un peu surprenant crée quelque chose? Est-ce que ce personnage suscite de l'empathie? Donc la volonté d'avoir un public au début, c'était ça. C'était juste pour avoir quelqu'un qui me lise. Après, dans un deuxième temps, arrive la mégalomanie, bien sûr. Voilà. Et à quel moment je me suis sentie la légitimité de dire que c'était ou non de la littérature? Je pense juste par agacement à l'idée qu'on puisse dire que c'était pas de la littérature. C'est-à-dire que quand c'était moi qui le disais, ça m'allait très bien. Moi, je pouvais dire, mais enfin, je fais pas vraiment de la littérature, j'écris dans mon coin, c'est rien, c'est des petits textes. Et à partir du moment où j'ai eu un lectorat, il y a eu tout ce truc extrêmement pesant de voir que je n'étais pas prise au sérieux, de voir que, comme disait Virginie Despentes, j'ai toujours avancé avec ma chatte au travers de ma gueule, c'est-à-dire que j'étais une jeune femme avant d'être écrivaine, et que ça voulait dire que j'allais être traitée comme ça. Voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, tout par défi, il y a eu le truc de dire non, mais si, en fait, je suis écrivaine, je fais de la littérature, ouais. Et il y a eu la reconnaissance non seulement des lecteurs, de prix, je parlais tout à l'heure du livre inter, du concours des lycéens et d'autres, mais c'était une très belle question. En tout cas, c'est une question que se posent beaucoup d'écrivains. Stendhal, To the Happy Few. Et ce sera le dernier mot? Non, mais c'est ton moment, hein, c'était à toi de répondre. Donc, j'essaierai de répondre assez vite. Le premier volet de la question, je ne me souviens pas très bien. La deuxième, à quel moment on se sent légitime, oui. Mais... Et le premier, c'est juste ce qui vous a motivé à écrire pour quelqu'un, pour un public. Ah oui, donc moi personnellement, je le dis, je pense l'avoir dit l'année dernière aussi, je crois qu'il y a toujours une part de séduction d'abord dans l'écriture. Hein. J'avais envie de séduire un peu une mère institutrice qui faisait des poèmes à la maison. Donc il y a cette part de séduction qui était là. Et puis adolescent, j'étais un garçon très réservé. Je pensais en écrivant de la poésie que j'allais pouvoir approcher les filles ou qu'elles allaient venir toutes seules. Et finalement, ça n'a servi à rien, elles sont pas venues. Les mystères de la littérature exposés aux yeux de tous, c'est formidable. À quel moment on se sent légitime? Je crois qu'il y a un travail qui est là, qui est fondamental, c'est qu'on a toujours des doutes. C'est-à-dire que l'écrivaine ou l'écrivaine, je ne sais pas si c'est le cas pour Alice, c'est-à-dire qu'on a toujours des doutes, on n'est jamais tout à fait sûr de soi. Sinon, on n'aurait pas corrigé, recorrigé. Moi, il y a quelque chose qui me supporte, c'est de lire ce que j'ai déjà écrit, publié. Parce que je trouve toujours des choses que j'ai envie de corriger, mais sauf que c'est déjà trop tard. Ouais. Et donc, il y a toujours ce doute-là, mais en même temps, il faut avoir
moi, s'il n'y a pas ce doute-là, il n'y a pas cette envie de repousser tout le temps, comment dire, les limites, quand on va lire, ça arrive qu'on est en train d'écrire et puis on va lire un classique ou une classique et puis on prend un cours, on sort. Wow. C'est-à-dire que quand je lis certains romans, on se dit, est-ce que je vais, parce que le but c'est ça, j'ai commencé en lisant la prose des auteurs, les grands auteurs russes, Tolstoï, Dostoïevski ou d'autres, et à chaque fois, j'ai toujours, cet été encore, j'ai relu certains textes de Dostoïevski, je me dis, tiens, j'ai encore du boulot, quoi. Vous avez encore du boulot. Il y a un auteur qui répond systématiquement à cette question en citant Nietzsche dans Ainsi parlait Zarathustra, un livre pour tous et pour personne. Au moins, il règle le problème et au lecteur de se débrouiller. Merci infiniment à tous les deux. En tout cas, c'était passionnant de vous entendre, Alice et Louis-Philippe. Bienvenue, Alice, donc à Sciences Po. Et merci à vous d'avoir assisté à cet événement.